Mon frère a hypothéqué ma maison pour son entreprise pendant que j'étais à l'étranger, en train de signer le plus gros contrat de ma vie. Quand je suis revenu, ma mère a dit, « Il a plus besoin de la maison que toi. » Il a ricané, « Ne sois pas si égoïste. » Je n'ai pas argumenté, j'ai simplement prononcé quelques mots qui ont laissé tout le monde sous le choc. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 31 ans, et je viens d'atterrir à Lyon après avoir conclu le plus gros contrat de ma carrière à Londres. Mon téléphone a vibré à l'instant où les roues ont touché le sol, un courriel de la Société Générale. Votre propriété au 14 rue des Érables a été hypothéquée pour 260 000 €. J'ai fixé l'écran, le cœur battant, puis j'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents dans la banlieue de Lyon. La lumière de la cuisine était allumée, et ils étaient là, attendant comme si tout était prévu. Ma mère a levé les yeux la première. Léo a plus besoin de la maison que toi. Mon frère s'est penché en arrière sur sa chaise avec ce sourire suffisant. Allons, sœurette. Ne sois pas si égoïste. Je n'ai pas dit un mot, je suis juste resté là, à tout encaisser, parce que ce qui allait suivre allait faire taire toute la pièce. Avant que je ne vous dévoile les quelques phrases exactes qui ont laissé tout le monde pétrifié, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous dès maintenant, et commentez ci-dessous avec le nom de votre ville pour que nous puissions suivre jusqu'où cette histoire se propage. Cette maison n'était pas que des briques. C'était la seule chose que j'ai jamais possédée en pleine propriété. Ces temps d'alarme à 5 heures du matin à Londres. Des semaines de 80 heures à conclure des contrats à travers les fuseaux horaires. Des dîners avalés froids devant des tableurs lumineux tandis que la pluie martelait la fenêtre. J'ai viré le dernier paiement depuis un hôtel à Singapour. Sans co-signataire, sans prêt, juste mon nom sur l'acte de propriété. Content. Fini. Un pavillon de 3 chambres en périphérie de Lyon avec un jardin assez grand pour le silence. J'avais 24 ans quand j'ai signé les papiers. Léo a eu 16 ans cet été-là. Son anniversaire a fait exploser le jardin, fumée du barbecue, musique à fond, 20 adolescents hurlant en jouant au volleyball. J'ai fait un double service à la pizzeria, de la farine dans les cheveux, de la graisse sur mon tablier, comptant les pourboires pour payer mes manuels scolaires. Je suis rentré à minuit pour trouver des serpentins encore collés à la clôture et une seule côtelette restante dans le réfrigérateur. Personne ne m'avait gardé une part. La remise des diplômes universitaires a été plus calme, toge noire, siège vide de chaque côté de l'allée. J'ai envoyé une photo sur le groupe de discussion familiale. Maman a répondu, Léo a de la fièvre, on reste à la maison. La fièvre a duré exactement un jour, celui de la cérémonie. J'ai traversé la scène seul, diplôme dans une main, téléphone éteint dans l'autre. Noël arrivait chaque année, réglé comme une horloge. Léo a déballé le vieux pick-up Renault de papa à 17 ans, les clés pendant à un ruban rouge. J'ai eu un pull de 2 tailles trop grand, les manches dépassant mes doigts, l'étiquette encore attachée, comme une pensée après coup. Je l'ai porté une fois, puis je l'ai plié dans une boîte marquée « à donner ». La maison est restée vide pendant que je courais après les promotions à l'étranger. Je payais un jardinier pour tondre la pelouse, une femme de ménage pour épousseter les étagères. À chaque appel vidéo, j'orientais la caméra vers la cheminée, preuve que j'avais construit quelque chose de solide. Léo faisait un signe depuis le canapé du salon de nos parents, les pieds sur la table basse, demandant quand je rentrerais enfin pour de bon. Je prenais l'avion 2 fois par an, je laissais la clé sous le paillasson comme une idiote. Je me disais que les liens du sang signifiaient la confiance. Je me disais que les virements nocturnes pour l'assurance auto de Léo ou les frais de son IUT étaient temporaires. Je me disais que la maison était en sécurité parce qu'elle était à moi. C'était le seul endroit où j'imaginais prendre ma retraite. Une balancelle sur la terrasse, un café au lever du soleil, plus de vols de nuit, plus de repas seuls, juste des racines que j'avais payées en heures supplémentaires et en nuits blanches. Mais les racines pourrissent lorsque quelqu'un d'autre vient les déterrer. Quelques heures plus tard, le sommeil ne venait pas. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Le lit d'amis grinçait à chaque mouvement. Les murs étaient trop fins, l'air trop épais de vieilles disputes. À 1h47 du matin, j'ai abandonné, j'ai enfilé un jean et j'ai attrapé la clé de secours, toujours cachée dans le faux rocher près de la terrasse. La serrure a cliqué comme si elle se souvenait de moi. J'ai refermé doucement la porte derrière moi, pieds nus sur le carrelage froid, le cœur déjà emballé. Le bureau de papa était au bout du couloir, la porte entr'ouverte. Le clair de lune rayait la moquette à travers les stores à moitié fermés. Je connaissais la disposition par mémoire musculaire, à gauche après la salle de bain,
à droite, au niveau de la photo de famille dont j'avais été coupé. Le bureau se trouvait sous la fenêtre, le chêne marqué par des années de devoirs de Léo et de ronds de café de papa. Tiroir du bas, côté droit. Jamais verrouillé. Jamais. Je l'ai ouvert lentement. Des chemises en manille, des déclarations de revenus. Une bouteille de cognac à moitié vide. Puis, l'enveloppe de la banque. Épaisse, officielle, le logo de la Société Générale brillant en noir et or. J'ai sorti les papiers. Contrat d'hypothèque, 260 000 €. Adresse de la propriété, la mienne. Emprunteur, Chloé Dubois. Ligne de signature, mon nom en boucle d'encre bleue, trop serré, une barre sur le T incliné de travers. Falsifié. Bâclé. Évidente. Je suis passé à la page d'identification. Photocopie de mon passeport, renouvelé en mars dernier à Londres. La copie était granuleuse, les bords coupés, mais la photo était la mienne. Le numéro correspondait. Il l'avait scanné à partir du dossier que j'avais laissé dans le coffre-fort en partant pour Noël. Je leur avais fait confiance avec la combinaison. J'ai eu tort. J'ai sorti mon téléphone. Flash désactivé. J'ai photographié chaque page, recto et verso. Tampon du notaire, petit caractère. 23 clichés. J'ai zoomé sur la signature jusqu'à ce que les pixels deviennent flous et je les comparais à la vraie sur mon permis de conduire, sorti de mon portefeuille. La différence était flagrante. Mes vraies boucles sont fluides. Celle-ci était saccadée, comme un enfant qui décalque. J'ai continué à fouiller. Sous le dossier de l'hypothèque, une deuxième enveloppe. Demande de prêt. Co-signataires, Alain et Martine Dubois. Justificatif de revenus, les fiches de pension de papa, le bulletin de paie à temps partiel de maman à la bibliothèque. Objet du prêt, démarrage d'entreprise, Léo Dubois Entreprise. Plan d'affaires joint, un croquis griffonné à la main sur une serviette en papier d'une boutique en ligne, des prévisions de revenus au marqueur rouge crayon. 260 000 € pour lancer des produits artisanaux à l'échelle mondiale. Aucune garantie mentionnée, sauf ma maison. Mon pouls martelait dans mes oreilles. J'ai replié les originaux exactement comme je les avais trouvés et j'ai refermé le tiroir sans un bruit. Je suis sorti du bureau à reculons, le téléphone serré contre ma poitrine. Dans le couloir, je me suis arrêté devant la porte de Léo, lumière éteinte, ronflant régulièrement. Il dormait comme si de rien n'était. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai verrouillé la porte, puis je me suis assise par terre, le dos contre celle-ci. J'ai ouvert les photos, amélioré la signature, envoyé des copies sur mon espace en nuage, puis à une adresse courriel sécurisée à laquelle seul moi pouvais accéder. J'ai supprimé le cache de la galerie et j'ai mis le téléphone en mode avion. La falsification n'était même pas habile. La banque devait savoir, ou alors elle s'en fichait. Quoi qu'il en soit, demain, elle le saurait. À l'aube, j'avais un plan. Le lendemain matin, je suis entré à la Société Générale vêtu du tailleur anthracite que je portais pour les conseils d'administration, mes talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Pas de rendez-vous. J'ai donné mon nom à la guichetière, j'ai brandi l'impression de l'acte de propriété et j'ai exigé de voir le directeur des prêts. 5 minutes plus tard, un agent de sécurité m'a escorté au-delà des cordons de velours jusqu'à un bureau vitré au fond. Monsieur Durand s'est levé quand je suis entré, la cinquantaine, des lunettes à monture fine, une cravate trop serrée. Il m'a désigné la chaise en face de son bureau. Je suis resté debout et j'ai laissé tomber mon porte-documents en cuir comme un défi. À l'intérieur, passeport original, permis de conduire, le dossier d'hypothèque falsifié que j'avais photographié, plus un nouvel échantillon de signature que j'avais apposé sur du papier à en-tête de la banque dans le hall. Expliquez-moi ça, ai-je dit en faisant glisser le document falsifié sur le bureau. Il a ajusté ses lunettes, a tourné les pages, son front se plissant davantage à chaque feuille. La page de la signature l'a fait s'arrêter le plus longtemps. Il a sorti une loupe d'un tiroir, l'a tenue au-dessus de ma signature falsifiée, puis au-dessus de l'échantillon que je venais d'écrire. Son expiration a embué le verre. Ce n'est pas votre écriture, a-t-il affirmé. Ce n'était pas une question. Non. Et ça, j'ai tapoté la photocopie de la pièce d'identité, n'est pas vérifiée. Copie granuleuse. Pas de scan en direct. Pas de confirmation en personne. Votre service de conformité a ignoré tous les signaux d'alarme. Monsieur Durand a posé la loupe, les doigts enclochés.
Le prêt a été financé il y a 3 semaines, versé sur un compte joint au nom d'Alain et Martine Dubois, avec Léo Dubois comme directeur de l'entreprise. Je me fiche de savoir où est passé l'argent. Ce qui m'importe, c'est que mon bien serve de garantie sans mon consentement. Usurpation d'identité, fraude hypothécaire, un crime fédéral. Il a jeté un coup d'œil à la porte, a baissé la voix. Le conseil d'administration voudra contenir cette affaire. Un procès plomberait notre trimestre. Bien. Contenez-la en me donnant le contrôle. 7 jours calendaire, remboursement complet, principal, intérêt, frais. Virez-le sur un compte séquestre que je désignerai. Manquez l'échéance, et je dépose une plainte au tribunal de grande instance et je mettrai en copie tous les organismes de réglementation d'ici à Paris. Monsieur Durand a ouvert un tiroir, a sorti un bloc-notes et a commencé à griffonner. Nous aurons besoin des documents originaux après le remboursement. Vous aurez des copies conformes. Je garde les preuves jusqu'à ce que le virement soit effectif. Il a hoché la tête, a arraché la feuille du dessus et me l'a tendue. Un modèle de lettre de mise en demeure, papier à en-tête officielle de la banque, déjà daté. Nous rédigerons l'avis formel aujourd'hui. Exigibilité anticipée de la saisie si impayée au 7e jour. Votre propriété retrouvera un titre de propriété clair après règlement. J'ai examiné chaque ligne, j'ai paraphé dans la marge. Envoyez-le en recommandé avec accusé de réception. Copie à mon avocat. Fait. Il s'est levé, a tendu une main. Je ne l'ai pas prise. Une dernière chose, ai-je dit à la porte. Si quelqu'un dans cette agence les prévient avant que la lettre n'arrive, je le saurai. Et votre problème de confinement deviendra un recours collectif. Sa main est retombée. Je l'ai laissé, pâle derrière la vitre. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un texto. Café. Au grain de café. Maintenant. Le grain de café occupait l'angle de la rue de la République et de la rue Grenette, un étroit bâtiment en briques avec des tables en bois dépareillées et l'odeur perpétuelle de grain torréfié. Je suis arrivé la première, j'ai choisi la banquette du fond sous le mur de cartes postales anciennes de Lyon et j'ai commandé un café filtre moyen, noir. Le barista, avant-bras tatoué, une étiquette nominative, Maxime, me l'a servi avec un hochement de tête. J'ai entouré la tasse en céramique de mes 2 mains, laissant la chaleur m'ancrer pendant que j'attendais. Léo est arrivé avec 31 minutes de retard, poussant la porte avec l'épaule comme s'il était chez lui. Sweat à capuche, gris anthracite, marque de luxe, logo brodé sur la poitrine. L'étiquette de prix était coupée, mais l'attache en plastique pendait encore de l'ourlet. Il portait un MacBook rayé sous un bras, un grand café glacé quelconque dans l'autre, la paille déjà mâchouillée. Il a balayé la salle du regard, m'a repéré et a levé le menton en guise de salut. Salut Serette, c'est un cauchemar pour se garer. Il s'est laissé tomber sur le siège en face, posant l'ordinateur portable entre nous comme une offrande de paix. J'ai apporté les chiffres. Tu vas adorer. L'écran s'est allumé d'une tape. Un fichier Excel dominait l'affichage. Empire artisanal Léo Dubois pro forma. Les colonnes s'étendaient. Les formules s'en mêlaient. Prévision de revenus, 920 000 € la première année grâce à Etsy, plus Shopify, plus des lancements personnalisés sur TikTok. Répartition, 50 000 unités à 20 €. Marketing viral supposé. Onglet dépenses, 260 000 € au total. 100 000 € d'inventaire, perles, résine, moules, 80 000 € de partenariat avec des influenceurs, 50 000 € de location d'entrepôt. 15 000 €, signalé en rouge, imprimante 3D haute résolution, essentielle pour les prototypes. Des messages d'erreur parsemaient la feuille, référence circulaire, valeur. Dans la ligne des bénéfices, un tableau croisé dynamique cassé à cause de cellules copiées. J'ai fait défiler. Page des hypothèses, taille du marché tirée d'un article de blog de 2018, concurrence listée comme « aucune », locale. Consommation de trésorerie, 23 000 € par mois, négative. C'est ça que la banque a financé, ai-je demandé. Léo a hoché la tête, a bu une gorgée de sa boisson. Exactement. Ils ont vu la vision. La maison comme garantie à tout sceller. Mais les prototypes vendent le rêve. Cette imprimante me permet de créer des maquettes de coques de téléphone en résine en 24 heures. Les investisseurs adorent ça. J'ai surligné la ligne de l'imprimante. 15 000 € pour une seule machine. Qualité industrielle, double extrudeur,
compatible avec la fibre de carbone. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Écoute, avance-moi juste les 15 000. Je vends le premier lot, je te rembourse avec intérêt. Tarif familial. J'ai refermé le couvercle. Le claquement a résonné. Pas un centime de plus. Ses yeux se sont écarquillés. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est ma chance. Ta chance a bousillé mon titre de propriété. Je me suis levé, j'ai passé mon sac sur mon épaule. Les 7 jours commencent maintenant. Règle ça sans moi. Je suis sorti, la clochette de la porte tintant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Dimanche est arrivé trop vite. Dîner du dimanche. 18 heures précises. Je ne suis pas venu seul. La table en chêne brillait sous le lustre, le même depuis l'enfance, marqué par les plats chauds et les sauces renversées. Un poulet rôti fumé au centre. La purée de pommes de terre formait une haute montagne, les haricots verts luisaient de beurre. Maman, Martine, s'affairait entre la cuisine et la salle à manger, le tablier bien noué, le sourire crispé. Papa, Alain, découpait la volaille avec une précision mécanique. Léo était affalé sur sa chaise habituelle, le téléphone caché sous la table. Je suis entré la dernière, le cousin Bernard à ma gauche, 1,93 m, ancien policier, ses épaules remplissant l'encadrement de la porte, Amélie à ma droite, ma meilleure amie depuis la seconde, maintenant avocate d'affaires, mallette à la main. Bernard portait son blazer de détective à la retraite. Amélie, un tailleur bleu marine impeccable. La température de la pièce a chuté de 5 degrés. Chloé, tu as amené des invités, la voix de maman était aiguë, la louche en suspens. Famille et conseiller juridique, ai-je dit en tirant ma chaise. Bernard s'est assis à côté de moi, Amélie en face de Léo. J'ai sorti de mon dossier le paquet de l'hypothèque, je l'ai posé carrément sur le set de table, 260 000 € en gras sur le dessus. Le bruit sourd a fait taire les fourchettes. Amélie a ouvert sa mallette et a extrait des impressions du code pénal. L'article 313 a un stipule, a-t-elle lu à haute voix, d'une clarté digne d'un tribunal, l'escroquerie. Sanction civile jusqu'à 460 000 € plus le triple des dommages-intérêts et les frais d'avocat. Renvoi au pénal optionnel. Le visage de Léo s'est vidé de son sang. C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage, a marmonné papa, le couteau suspendu en pleine découpe. J'ai fait glisser la page de la signature vers l'avant. Mon nom, pas ma main. Photocopie de pièce d'identité. La banque a confirmé la falsification hier. Maman s'est effondrée sur sa chaise. Chloé, ma chérie. C'était un prêt. Temporaire. Temporairement volé, a grondé Bernard, les bras croisés. J'ai fait les vérifications préliminaires. La banque envoie un avis d'exigibilité anticipé demain. Les yeux de Léo se sont remplis de larmes. Elles ont coulé rapidement, ses épaules tremblaient. Je voulais juste prouver que je pouvais le faire. Construire quelque chose. Tu n'es jamais là. Maman a tendu la main vers lui. Il voulait seulement montrer qu'il en était capable. En volant ma maison, j'ai gardé une voix égale. 7 jours, remboursement complet. Principal, intérêt, frais. Virement sur le compte séquestre. Si vous manquez l'échéance, nous déposons une plainte lundi matin. Tribunal, saisie sur salaire, privilège. Amélie a de nouveau tapoté le code. Le juge signe l'ordonnance. Saisie sur les pensions. Dès le premier jour. Papa a posé le couteau à découper. Nous vendrons ce que nous pourrons. Commencez maintenant, ai-je dit. Le temps presse. Léo sanglotait plus fort. Maman l'a serré contre elle. Bernard les a fusillés du regard. Amélie a rangé ses dossiers. Je me suis levé. Le dîner refroidi, a murmuré maman. J'ai perdu l'appétit, ai-je répondu, et je suis sorti avec mon équipe. Lundi a apporté le premier courriel. Objet, urge, avis d'exigibilité anticipé. En tête de la Société Générale. Corps du message, le non-règlement du défaut de paiement dans un délai de 7 jours calendaires entraînera une vente par saisie. Mon adresse était centrée et en gras. Je l'ai transféré à Amélie, puis au groupe de discussion familiale. Aucune réponse pendant 6 heures. Maman a craqué la première. Mardi matin,
Elle s'est rendue au prêteur sur gage sur l'avenue Jean Jaurès et a retiré l'alliance en or blanc que papa lui avait offerte en 89. L'expert a proposé 2600 € en espèces. Elle a négocié jusqu'à 2800 €, est sortie avec une enveloppe de billets de 100, les yeux rouges mais secs, et l'a déposée le jour même sur le compte joint qu'ils avaient ouvert pour les dépenses de l'entreprise. Papa a suivi mercredi. Il a mis en vente le pick-up de 72 sur le Bon Coin, peinture d'origine, moteur V8, 112 000 km. Un acheteur s'est présenté avec une remorque et 5500 € en billets de 20. Papa a signé la carte grise sur le haillon, a remis les clés et a regardé le camion disparaître au bout de la rue. Il m'a envoyé par texto le reçu de vente à 16h12. Sans commentaire. Léo a passé le jeudi à emballer son installation de jeu. 2 écrans, clavier RVB, ordinateur personnalisé refroidi par eau, casque de réalité virtuelle, toutes les manettes depuis la PS2. Il a publié l'ensemble sur un Discord local pour 750 € ferme. Vendu en 43 minutes à un étudiant qui a payé par Lydia. Léo a immédiatement transféré les fonds, ajoutant un emoji en pleurs dans le groupe de discussion. Papa a commencé la sécurité de nuit vendredi. Entrepôt local, de 22h à 6h, 18 € de l'heure, payé une fois et demi le week-end. Première fiche de paie, 370 € brut. Il l'a scannée, l'a téléchargée sur le chat à 7h03 samedi, encore en uniforme. Je regardais les soldes grimper sur le tableau de bord du compte séquestre qu'Amélie avait mis en place. Le butin de maman, 2800 €. Le camion de papa, plus 5500 €. Léo, plus 750 €. Papa, première semaine, 370 €. Total courant, 9420 €. Ils ont continué. Maman a vendu la porcelaine de sa mère sur eBay pour 180 €, livraison comprise. Papa a mis en gage sa bague de promotion du lycée, 400 €. Léo a revendu des baskets qu'il avait accumulées, une paire, 140 €. Papa a fait des heures supplémentaires samedi soir, 220 € de plus. Le dimanche soir, le tableau de bord affichait 85 000 €. Il manquait encore 175 000 €. Ma prime de Londres est arrivée lundi, déblocage anticipé approuvé après que j'ai envoyé un courriel aux ressources humaines en invoquant la clause « Urgence familiale », 28 000 € net. J'ai fixé la notification de dépôt, le pouce en suspens. Je l'ai transféré sur mon épargne personnelle à la place. J'ai informé le groupe de discussion, je ne comblerai pas la différence. L'horloge s'est arrêtée dimanche. Ils ont vu le message. Pas de réponse. Le 8e jour est arrivé. 2 semaines plus tard, j'étais au tribunal. Tribunal de grande instance de Lyon, 3e étage, une salle aux murs lambrissés de noyer, sentant le bois ciré et le café éventé. Amélie m'accompagnait à la table du demandeur, en tailleur, sa tablette brillant d'exhibit. De l'autre côté de l'allée, maman, papa et Léo dans des vestes mal ajustées. Une avocate commise d'office feuilletait des papiers. La galerie contenait le cousin Bernard, un sténographe judiciaire et des sièges vides. Le juge Michel Lambert est entré, la soixantaine, cheveux argentés, marteau prêt. Dubois contre Dubois. Mesdames et messieurs les avocats, veuillez vous présenter. Maître Amélie rit pour le demandeur, Chloé Dubois, a-t-elle dit. L'avocate commise d'office Maître Isabelle Garcia pour les défendeurs. Amélie a attaqué la première. Votre honneur, nous demandons un jugement sommaire pour abus de confiance et usurpation d'identité en vertu du Code pénal, article 313-1. Pièce AF, hypothèque falsifiée, photocopie du passeport, confirmation de la fraude par la banque. Dommages et intérêts, 260 000 € en principal plus les intérêts. Elle a projeté les signatures côte à côte, la mienne fluide, la leur déchiquetée. Un murmure de stupeur a parcouru la salle lorsque le scan de la photocopie est apparu, horodaté depuis l'imprimante du bureau de papa. Maître Garcia a répliqué faiblement. Les défendeurs ont agi de bonne foi. Un prêt familial. Aucune intention de frauder. Voler un acte de propriété n'est pas un prêt, a rétorqué Amélie. C'est du vol. Le juge Lambert a examiné le dossier, les lunettes perchées bas sur son nez. Maître rit, réparation demandée. Ordonnance de saisie-arrêt, 50% des pensions des défendeurs Alain et Martine Dubois, jusqu'à restitution complète. Une acquise, une non acquise, 2000 € par mois, avec effet immédiat. Maman a gémi. Papa s'est agrippé à la table. Requête accordée,
a statué le juge Lambert. Ordonnance rendue. Compte séquestre établi. Le non-respect sera considéré comme un outrage au tribunal. Le tour de Léo est venu ensuite. Maître Garcia a déposé une demande de faillite personnelle au titre du chapitre 7 en cours d'audience. Actif nul après les ventes. Dette de 260 000 € plus les cartes de crédit. Il est libéré de ses dettes, a-t-elle plaidé. Approuvé, a hoché la tête le juge. Mais l'avis d'expulsion est maintenu. Aucune éligibilité à un bail avec ce dossier. Le marteau est tombé. Affaire classée. Dehors, maman s'est jetée sur moi. Chloé, s'il te plaît. Je me suis détourné. Amélie m'a remis l'ordonnance tamponnée. 3 jours plus tard, j'ai embarqué sur le vol pour Paris. Promotion assurée, vice-présidente principale, bureau parisien. Premier arrêt, un agent immobilier dans le 16e arrondissement. Un appartement de 3 pièces, vue sur la Seine. 1,1 million d'euros comptant, provenant de ma prime et de mes économies. Signature dans 48 heures. Acte de propriété à mon nom seul. Sans co-signataire. J'ai déballé mes affaires seul. Les bibliothèques d'abord, puis la cuisine. J'ai bloqué tous les numéros. Dimanche soir, le portable de maman, la ligne professionnelle de papa, le téléphone prépayé de Léo. Les messages vocaux s'accumulaient. Les « nous sommes désolés » se transformaient en « tu nous tues ». Supprimés sans être écoutés. 6 mois ont passé. Saisie sur les pensions, 6 600 € au total. Il restait 253 400 € à payer. Léo squattait des canapés, sans emploi. Maman prenait plus de services à la bibliothèque. Papa conduisait pour Uber. Je me promenais quotidiennement au jardin du Luxembourg, mon café fumant, mes limites intactes. La vraie famille, ce n'est pas le sang. Ce sont les gens qui respectent vos limites.